Je m'appelle Diana. J'ai 28 ans et ma fête d'anniversaire battait son plein lorsque mon père a décidé de jouer ça. Dernière carte. Voici ton cadeau. Les clés d'une Tesla toute neuve. Tu le mérites. A annoncé haut et fort mon père pour que toute la salle VIP l'entende. En tendant son présent à ma sœur jumelle. La pièce a éclaté en applaudissements. Les membres de la famille qui m'avaient ignoré toute la soirée ont soudainement tourné leur attention vers moi, attendant la chute qu'ils savaient venir. Il s'est tourné vers moi. Attrapant quelque chose dans la poche de sa veste de costume coûteuse avec un petit sourire théâtral. Mais au lieu des clés, il a sorti un billet d'$1 froissé et l'a déposé sur la table. Juste devant moi. Et voilà ce que tu mérites, a-t-il dit, la voix suintant une fausse pitié. Ne le dépense pas tout au même endroit. Le rire a commencé à sa table et s'est répandu comme une traînée de poudre. Mon oncle s'est tapé sur la cuisse. Ma cousine a failli s'étouffer avec sa boisson. Même ma mère a pressé sa serviette contre sa bouche, les épaules secouées de fou rire réprimé. Ma jumelle se tenait simplement là, faisant tourner ses nouvelles clés de Tesla avec un sourire suffisant. Ils pensaient tous que c'était l'humiliation ultime. Mais je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas parti en trombe. Au lieu de cela, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Le timing était si parfait que cela semblait presque écrit. Je l'ai sorti. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran lumineux et j'ai fixé mon père droit dans ses yeux arrogants. Un timing parfait. Ai-je dit d'une voix totalement calme. Son sourire a disparu instantanément. La confusion s'est installée alors que je montrais l'écran. Le visage de ma mère est devenu complètement pâle, le rire mourant dans sa gorge. Ne fais pas ça, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté dans une panique totale. Ses yeux passant de moi au téléphone. Mais c'était trop tard. Ils allaient réaliser que la fille qu'ils avaient traitée comme une moins que rien pendant des années était désormais la propriétaire légale de leur maison. De leurs biens et de tout ce sur quoi ils avaient bâti leur fausse vie de luxe. Si vous aimez voir des personnes toxiques subir le retour de bâton instantané qu'elles méritent, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Maintenant, laissez-moi vous ramener en arrière et vous montrer exactement comment j'ai légalement détruit l'empire de ma famille. En commençant par ce billet d'$1. Ce billet d'$1 froissé posé sur la nappe immaculée était exactement la façon dont mon père, Édouard, avait dirigé cette famille pendant plus de 2 décennies. Il utilisait l'argent comme une arme pour acheter le respect et écraser quiconque osait lui tenir tête. Pour lui, le contrôle financier était le seul indicateur de pouvoir. Si vous hochiez la tête à ses discours et flattiez son ego, vous étiez récompensé. Si vous faisiez preuve de la moindre indépendance, vous deveniez un exemple à ne pas suivre. Sa méthode d'éducation n'était rien de plus qu'un conditionnement psychologique. Il transformait chaque réunion de famille en un spectacle où il était le seul juge de notre valeur. Je me souvenais des dîners de la fête de l'Action de grâce où il interrompait bruyamment mes conversations pour me demander si je faisais toujours mes courses dans les friperies. Lors de ma remise de diplôme universitaire, un diplôme que j'avais payé moi-même. Il s'est levé pendant un toast et a proposé de m'engager comme secrétaire pour que je ne meure pas de faim. Il raffolait du public. Les proches qui riaient du billet d'$1 ce soir-là étaient les mêmes personnes qui encourageaient sa cruauté depuis des années. Il buvait son vin, séjournait dans ses chalets de ski et le payait en participant à ses rituels de honte publique. Il avait besoin qu'il rie. Et il avait besoin que j'échoue juste pour valider sa propre suprématie. Édouard pensait que sans son financement, une personne n'avait fondamentalement aucune valeur. Il suivait méticuleusement chaque centime qu'il donnait, le suspendant au-dessus des têtes comme une guillotine. Il ressortait une réparation automobile payée il y a 5 ans juste pour gagner une dispute. Le billet d'$1 qu'il venait de me jeter n'était pas une blague spontanée. C'était une déclaration calculée. C'était le sommet de dizaines de fois où il avait délibérément essayé de me priver de ma dignité. Devant un public
Il voulait me rappeler que parce que je refusais de jouer selon ses règles, je ne représentais rien dans son monde. Ma sœur jumelle Gillian comprenait parfaitement son jeu et avait choisi d'y jouer. Elle avait volontairement embrassé le rôle de l'enfant chérie et obéissante. Elle lui donnait exactement ce qu'il voulait. L'illusion d'une fille brillante qu'il pouvait vanter au country club. Elle jouait le rôle de l'entrepreneuse visionnaire voguant d'une start-up creuse à une autre. Elle lançait des applications technologiques qui n'ont jamais été commercialisées et ouvrait des boutiques qui fermaient quelques mois plus tard. Rien de tout cela n'importait à Edward. Tant qu'elle lui permettait de financer son mode de vie et de contrôler ses décisions. Il continuait à signer les chèques. Il lui avait acheté la Tesla aujourd'hui, non pas parce que son entreprise avait réussi, mais parce qu'elle restait entièrement dépendante de lui. Elle était un trou noir financier et il était le fier sponsor de son incompétence. J'ai choisi une voie différente. J'ai quitté cette maison à 18 ans avec un sac de voyage et quelques centaines de dollars provenant d'un travail d'été. J'ai refusé de laisser mon avenir être dicté par son carnet de chèques conditionnels. Pendant que Gillian assistait à des galas de réseau à ses frais, je servais aux tables pour payer mes études de commerce. J'ai pris des heures supplémentaires. J'ai dormi dans des appartements bon marché et je me suis complètement coupé de son levier financier. J'ai arrêté de demander de l'aide, ce qui l'a exaspéré. Ne pouvant me contrôler avec l'argent, il a essayé de me contrôler par l'humiliation. Ce qu'Edward et le reste des proches qui riaient dans cette pièce ne savaient pas. C'était ce que j'avais réellement construit pendant ces années de silence. Ils me voyaient toujours comme la serveuse en difficulté qui pouvait à peine payer son loyer. Ils n'avaient aucune idée que je vivais désormais sur la côte est, travaillant comme directrice d'investissement pour un important fonds de crédit. Ma routine quotidienne consistait à analyser les risques d'entreprise, à restructurer des actifs et à liquider les portefeuilles de particuliers en faillite qui vivaient largement au-dessus de leurs moyens. Je gérais des centaines de millions de dollars. Je comprenais la mécanique du levier de la dette et de la saisie mieux que n'importe qui assis à cette table de banquet. Il pensait que me jeter un simple billet d'$1 était la preuve ultime de sa dominance. Il croyait se tenir sur un piédestal d'affluence intouchable. Il n'avait aucune notion de la réalité qui existait en dehors de sa bulle fabriquée. L'arrogance dont Edward faisait preuve à Aspen n'était rien de plus qu'une façade. Et j'avais découvert les fissures dans ses fondations grâce au registre public du crédit. Alors qu'il jouait le rôle d'un patriarche fortuné, sa réalité financière frôlait l'effondrement. J'avais engagé un cabinet d'experts comptables judiciaires et de chercheurs juridiques pour surveiller ses avoirs dès que j'avais réalisé que son obsession pour les apparences extérieures devenait insoutenable. Il ne cherchait pas de données bancaires privées. Il suivait les dépôts publics, les privilèges fiscaux et les registres d'actifs accessibles à quiconque savait naviguer dans le système. Les résultats se sont révélés édifiants. Edward avait depuis longtemps épuisé son capital liquide. Pour maintenir l'illusion du succès, il avait puisé dans une ligne de crédit hypothécaire rechargeable garantie par la maison ancestrale. Le registre montrait un retrait total de $457 000. Ce n'était pas un investissement calculé. C'était une soupape d'urgence qu'il ne cessait d'ouvrir pour maintenir sa vie à flot. Les fonds n'étaient pas restreints à un seul achat. Ils étaient dilapidés pour rembourser des cartes de crédit au plafond, couvrir les frais d'adhésion exorbitants de ces clubs sociaux d'élite et masquer les pertes croissantes des entreprises manquées de Gillian. La Tesla n'était que la goutte d'eau qui avait fait déborder la patience de la banque. Le prêt avait atteint un statut de défaut critique. Lorsqu'un emprunteur ne respecte pas le calendrier de remboursement, l'institution financière détentrice du billet marque généralement ce dernier comme un actif non performant, au lieu d'engager la longue et coûteuse procédure de saisie elle-même. De nombreuses banques choisissent de céder ces créances douteuses à des acheteurs de dettes spécialisés afin de nettoyer leurs livres. C'est là que mon intervention est intervenue. Je n'avais pas besoin d'informations privilégiées pour savoir que cela se produisait. Il me suffisait d'être prête lorsque la banque a mis la dette aux enchères. J'ai utilisé une LLC que j'avais établie spécifiquement pour la gestion d'actifs afin de placer une
Offre sur le billet. Parce que je comprenais la valeur des créances douteuses mieux que les investisseurs occasionnels qui chassaient habituellement ces enchères, ma société a obtenu la dette avec une remise importante. Une fois la transaction conclue, la banque a exécuté une cession d'hypothèque. Ce document était la pierre angulaire juridique de ma manœuvre. Il transférait formellement les droits du créancier hypothécaire de la banque à ma LLC. Aux yeux de la loi, je n'étais plus seulement un membre de la famille qu'il pouvait railler. J'étais le créancier garanti qui détenait le pouvoir légal de faire appliquer les termes de son prêt. Édouard est resté entièrement inconscient de ce changement de propriété. Il agissait en partant du principe que sa dette était une affaire privée entre lui et son prêteur. D'origine. Il ne réalisait pas que l'entité qui détenait désormais son billet à ordre était une organisation sous mon contrôle total. La loi ne se souciait pas de l'histoire de notre famille ni de ses tentatives de me rabaisser. Le contrat était clair. Les clauses de défaut étaient exécutoires. Mes avocats se sont assurés que chaque document soit enregistré auprès du greffe du comté, faisant de ma position de créancier prioritaire un dossier public. J'ai passé les semaines précédant le voyage à Aspen à revoir le tableau d'amortissement et les engagements spécifiques de son accord. Je savais exactement quand la période de grâce expirait et quels recours légaux m'étaient offerts par le Code de la propriété de l'État. Je n'agissais pas par désir de vengeance mesquine. J'agissais en tant que mandataire de mon propre capital, faisant appliquer un contrat qu'il avait prouvé ne pas pouvoir honorer. La dynamique du pouvoir s'était entièrement inversée. Il croyait toujours être celui qui tenait les clés, alors qu'en réalité, je détenais le document qui pouvait légalement autoriser l'expulsion de toute sa famille. Il avait passé des années à me répéter que je ne deviendrais jamais rien. Pourtant, il avait sans le savoir placé tout son avenir entre mes mains. L'acquisition de la dette qui garantissait la maison ancestrale aurait dû être une victoire financière froide et chirurgicale. Mais tout le paysage de ma motivation a basculé au moment où j'ai rencontré Chase dans un café calme et sombre de la banlieue de Denver. Chase avait été le plus proche ami de mon feu frère, Dylan. Pendant cette longue année, le récit familial avait été constant. Dylan avait succombé à une dépression soudaine et inexplicable qui s'était terminée par un départ tragique de ce monde alors qu'il n'avait que 20 ans. Ils avaient utilisé cette tragédie pour susciter la sympathie, se transformant en parents éplorés qui avaient perdu un fils à cause de la main invisible de la maladie mentale. Chase a posé une boîte en bois usé sur la table entre nous. Il l'avait conservée pendant des années, attendant quelqu'un dans la famille qui ne soit pas aveuglé par les mensonges fabriqués d'Édouard et Margaret. J'ai ouvert la boîte pour y trouver une pile de lettres manuscrites et d'imprimés de courriels. Lorsque j'ai commencé à lire, le poids de la vérité a failli m'étouffer. Les lettres détaillaient la destruction systématique de l'esprit d'un jeune homme. Édouard n'avait pas été un père en deuil. Il avait été un tortionnaire. Les courriels révélaient que Dylan avait obtenu une bourse universitaire complète pour une prestigieuse université, mais qu'il avait besoin d'une petite allocation pour couvrir les dépenses initiales. Il s'était tourné vers Édouard pour obtenir ces fonds, pour ne recevoir qu'un déluge de fiel. Édouard s'était moqué de lui parce qu'il avait besoin d'aide, l'avait qualifié de fardeau sans volonté et lui avait finalement refusé son soutien. Mais la cruauté allait plus loin. J'ai découvert qu'Édouard avait pris l'argent que Dylan avait économisé grâce à ses propres petits boulots ou des fonds spécifiquement destinés à son éducation et avait injecté chaque centime dans une entreprise défaillante que Gillian avait proposée. Il ne se souciait pas de l'avenir de son fils aîné. Il ne se souciait que d'alimenter l'ego de son enfant chéri. Lorsque Dylan a tenté de protester, il a été soumis à des abus verbaux constants. La correspondance montrait Édouard le traitant de déception, d'échec qui ne deviendrait jamais rien et de fardeau pour les ressources de la famille. Le père que je connaissais avait effectivement coupé Dylan de sa trajectoire, l'avait dépouillé de sa dignité et l'avait laissé sans échappatoire. L'instabilité financière qui avait finalement amené Édouard à souscrire un prêt massif sur la maison avait commencé bien avant les applications ratées ou les véhicules de luxe.
Cela avait commencé par cette décision initiale et impitoyable de voler l'avenir de Dylan pour subsidier le manque de talent de Gillian. Mes mains tremblaient en réalisant que l'homme qui venait de me jeter un billet d'$1 à Aspen était le même homme qui avait poussé son propre fils dans les ténèbres. Le cycle de la dette et de l'incompétence s'était bâti sur les ruines d'une vie humaine. J'ai regardé les dates sur les courriels et le ton affolé des dernières notes de Dylan, ressentant le désespoir qu'il éprouvait en réalisant qu'il était en train d'être effacé. La tragédie n'était pas un accident. C'était un choix délibéré fait par un homme qui plaçait son propre orgueil au-dessus de la vie de ses enfants. La manœuvre légale froide et calculée que j'avais planifiée ne me semblait plus suffisante. Ma mission n'était plus seulement de faire appliquer un contrat ou de récupérer des actifs. J'étais désormais l'agent d'un règlement de compte bien trop tardif. L'homme qui avait tout pris à Dylan, qui avait bâti une vie sur des ressources volées et un statut fabriqué, s'apprêtait à faire face aux conséquences de ses actes. J'ai ressenti une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Chaque pas que je faisais vers l'affrontement final était animé par le besoin de m'assurer que la vérité sur ce qu'Edward avait fait à son propre sang soit étalée au grand jour. Il avait utilisé l'argent pour contrôler et détruire. Désormais, l'argent serait l'outil que j'utiliserais pour démanteler toute son existence. Le bruit des couverts à Aspen m'a ramené à la réalité où Edward me fixait toujours après ma remarque sur le timing parfait. Le silence dans la salle VIP s'était alourdi, pesant de la prise de conscience inconfortable que le scénario avait échappé à son contrôle. Les invités restaient figés à leur table, leurs fourchettes suspendues au-dessus de leurs assiettes en porcelaine coûteuse. Je n'ai pas annoncé ce qu'il y avait sur mon téléphone. J'ai simplement fixé l'écran lumineux. Il n'y avait pas de long courriel à lire, pas de paragraphe de jargon juridique à décrypter. Mon avocat avait envoyé un seul mot, enregistré. Ce mot unique signifiait que le greffier du comté avait officiellement tamponné les documents. Le transfert de pouvoir était permanent. J'ai verrouillé mon téléphone et l'ai glissé dans ma poche. Avec une lenteur délibérée, j'ai ramassé le billet d'$1 froissé qu'il m'avait jeté. J'ai aplati les plis avec mon pouce. J'ai plié le papier soigneusement en deux et je l'ai glissé dans ma veste. Edward observait mes mains, sa mâchoire se crispant alors que son moment de triomphe anticipé s'évaporait. Il s'attendait à une crise de colère. Il s'attendait à ce que je sorte en pleurant, remplissant le rôle de l'exclu vaincu. Au lieu de cela, j'ai fait un pas en avant et j'ai pris le micro du support posé près de la table centrale. Le Larsen a sifflé pendant une fraction de seconde, faisant tressaillir quelques proches au premier rang. $1, ai-je dit dans le micro, ma voix ferme résonnant dans la pièce silencieuse. C'est fascinant de voir à quel point nous donnons de l'importance à la monnaie. Nous l'utilisons pour mesurer le succès, pour acheter la loyauté et, dans certains cas, pour créer des illusions. J'ai fait quelques pas vers ma gauche, maintenant le contact visuel avec lui. Tu parles beaucoup de richesse, Edward. Tu fais la leçon à tout le monde ici sur la suprématie financière. Mais j'ai une vraie question concernant ta trésorerie réelle. J'ai fait une pause, laissant le silence absolu s'étendre dans la salle de banquet. Pourquoi un titan de l'industrie autoproclamé? Un homme qui vient de remettre les clés d'un véhicule de luxe. Posséderait-il un dossier d'hypothèque gravement en retard et classé comme créance douteuse? Des murmures ont éclaté parmi les tables. Quelques oncles ont échangé des regards confus. Gillian a arrêté de faire tourner ses clés, son expression suffisante s'effondrant. De quoi parles-tu? A aboyé Edward en faisant un pas menaçant vers moi. Son visage est devenu rouge de colère. Pose ce micro tout de suite. Tu es en train de te ridiculiser. Ah oui, ai-je demandé calmement, refusant de reculer. Parce que les véritables titans financiers n'ont généralement pas d'avis de défaut public déposé contre leur résidence principale. Ils ne s'empressent généralement pas d'emprunter sur la valeur de leur maison ancestrale juste pour payer des additions de country club en retard ou pour colmater les énormes fuites laissées par les entreprises ratées de leur enfant préféré. Les murmures se sont intensifiés.
se transformant en halètements audibles alors que les invités commençaient à comprendre l'ampleur de l'accusation. La posture d'Edouard est passée d'une supériorité arrogante à une agressivité instable et incontrôlée. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. « Ça suffit », a-t-il crié, abandonnant complètement son personnage raffiné. « Je ne laisserai pas une ratée se tenir à mon événement et débiter des mensonges sans fondement. Sécurité. Je veux qu'on la fasse sortir d'ici immédiatement. » Il a fait de grands gestes en direction des lourdes portes en bois au fond de la salle, balayant la pièce du regard à la recherche du personnel. Il perdait pied, revenant à la force brute lorsque ses tactiques d'intimidation financière échouaient. Le patriarche sophistiqué avait disparu, remplacé par un homme désespéré acculé par ses propres secrets. Margaret se tenait juste à côté de lui. Elle ne criait pas. Elle ne s'est pas jointe à sa colère ni n'a tenté de commander la pièce. Elle observait ma posture, lisant la certitude absolue dans mes yeux. Elle savait que je ne monterais jamais sur une scène pour lancer une accusation publique vérifiable, sans détenir de preuves irréfutables. La couleur s'est complètement retirée de son visage, la laissant blême et vide. Ses mains tremblaient à mesure que la réalité de mes paroles se connectait avec les avis d'échéance passé qu'elle avait probablement vu caché dans son bureau. Chi a étendu le bras, saisissant la manche du costume d'Edouard. « Edouard, arrête !» a chuchoté Margaret, la voix tremblante d'une terreur pure. Elle a tiré sur son bras pour essayer désespérément de le retenir. « Ne fais pas ça, s'il te plaît. » Edouard venait de lever la main pour faire signe à la sécurité lorsque j'ai jeté une pile de documents épais estampillés d'encre rouge vif en plein centre de la table de banquet. Le lourd classeur a frappé le verre poli, renversant une coupe de champagne en cristal. Le liquide s'est répandu sur la nappe d'un blanc immaculé. Mais personne ne s'est levé pour l'éponger. Tous les yeux de la salle VIP se sont rivés sur les papiers éparpillés. Je n'ai pas perdu mon souffle à répéter les montants du prêt ou à expliquer la mécanique de sa ruine financière. Le temps des avertissements était passé. J'ai simplement poussé les pages vers l'avant, les étalant pour que les entêtes juridiques en gras soient visibles par quiconque se tenait à proximité. La première feuille était la cession officielle d'hypothèque portant le sceau en relief incontestable du tribunal du comté. Juste en dessous se trouvait le transfert de privilèges enregistré établissant le nouveau créancier garanti. Enfin, l'avis de défaut se trouvait au bord de la table, décrivant les conséquences juridiques immédiates de ses obligations impayées. Edouard a baissé le bras, la menace d'appeler la sécurité complètement oubliée. Ses yeux se sont portés sur les tampons rouges, reconnaissant le format impitoyable des avis de saisie bancaire. Il s'est penché, sa bravoure se brisant alors qu'il tentait de comprendre comment ces dossiers catastrophiques et privés s'étaient retrouvés à sa fête. Il a regardé le nom du créancier figurant sur l'acte de transfert, une LLC qu'il ne connaissait pas. J'ai étendu la hand et tapoté fermement mon index contre le nom imprimé de cette LLC. « Je suis à la tête de cette société », ai-je déclaré d'un ton dépourvu de toute émotion. « J'ai personnellement exécuté le rachat de ta créance douteuse lorsque ton prêteur a décidé que tu ne valais plus le risque financier. Cette Tesla toute neuve qui se trouve sur le parking du service voiturier n'est pas un symbole de succès. C'est un actif acheté avec de la dette toxique. Et la maison ancestrale dans laquelle vous vivez actuellement, le domaine que tu utilises pour recevoir tes amis du country club, est désormais sous mon contrôle juridique exclusif. » Les mots ont frappé la pièce comme une onde de choc physique. Les proches qui chuchotaient quelques instants plus tôt ont plongé dans un silence stupéfait et médusé. Le simple poids juridique de ma déclaration ne laissait aucune place au débat. Je ne me livrais pas à une accusation sauvage. J'énonçais un fait documenté et exécutoire. Gillian se tenait figé à côté du pupitre. Le sourire suffisant et prétentieux qui barrait son visage toute la soirée avait complètement disparu, remplacé par un regard vide et stupéfait. Elle a regardé ses mains. Les lourdes clés métalliques de la Tesla ont glissé entre ses doigts et ont résonné en tombant sur le parquet.
Le bruit sec a résonné dans la salle silencieuse, mais elle n'a fait aucun effort pour les ramasser. La prise de conscience l'a frappée en temps réel. Elle n'était pas un prodige des affaires. Elle était la ruine financière de sa propre famille. Toute son identité, bâtie sur une fondation de financements parentaux et de fausses startups, s'est effondrée au moment où ses clés ont touché le sol. Margaret ne pouvait plus maintenir ses chuchotements terrifiés. La réalité des documents a tranché son dernier fil de sang-froid. Elle a lâché la manche d'Edward, ses genoux se dérobant légèrement avant qu'elle ne s'effondre en avant sur sa chaise. Elle a enfoui son visage dans ses mains, posant lourdement ses coudes sur le bord de la table. Et a commencé à sangloter incontrôlablement. Ses épaules se soulevaient de lourds roquets. Elle pleurait alors que la façade immaculée qu'elle avait passé des décennies à entretenir volait en éclats sous les yeux indiscrets et critiques de dizaines de proches. Il n'y avait plus moyen de se cacher derrière des costumes coûteux ou des fêtes somptueuses. La méticuleuse et laide vérité était là, noir sur blanc. Les mêmes oncles et tantes qui avaient applaudi chaleureusement la générosité d'Edward le fixaient. Désormais avec un examen minutieux et un dégoût non dissimulé. Il réalisait que le bon vin qu'il buvait et le lieu extravagant dans lequel il se trouvait étaient payés avec des promesses en l'air et des prêts en défaut. L'illusion du patriarche intouchable était morte. Edward se tenait à la tête de la table, complètement paralysé par les papiers qui prouvaient son insolvabilité absolue. Il a ouvert la bouche pour émettre un démenti, pour inventer une histoire d'erreur bancaire. Mais la preuve physique était trop écrasante. Les sceaux du comté reflétaient la lumière crue du lustre, ne laissant aucune place à la manipulation. Il ne pouvait pas se sortir de cette situation avec de l'argent, et il ne pouvait pas intimider la personne qui détenait son hypothèque. Lorsque la vérité sur son insolvabilité a été exposée, Edward s'est tourné de manière désespérée vers les proches en tentant de la justifier comme un simple problème de trésorerie. Mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Il a levé la main, bafouillant au sujet de problèmes de liquidité temporaire et d'une restructuration à court terme, pour masquer le fait incontestable qu'il était complètement ruiné. Je l'ai regardé se démener pour sauver son orgueil pendant quelques secondes avant de piocher dans ma mallette en cuir. La ruine financière que je venais d'étaler sur la table n'était que l'instrument de mon exécution. Ce n'était pas le motif profond. J'avais besoin que tout le monde dans cette pièce comprenne la raison exacte pour laquelle j'avais systématiquement orchestré sa chute. J'ai sorti une pile de feuilles imprimées. Ces pages ne portaient pas les sceaux des tribunaux de comté ou des banques. Elles portaient l'horodatage d'il y a 7 ans. Je les ai brandies et le froissement du papier a coupé les pitoyables excuses d'Edward. Cela ne concerne pas un prêt en défaut, ai-je déclaré, ma voix se projetant dans la salle silencieuse. Les papiers sur cette table ne sont que le mécanisme. La véritable dette que tu dois ne peut pas être payée avec de l'argent. J'ai détourné mon attention d'Edward pour m'adresser directement à la foule. Voici les derniers courriels et lettres écrits par mon frère, Dylan. Pendant 7 ans. Cette famille a entretenu le mensonge confortable selon lequel sa disparition était la conséquence tragique et inévitable d'une dépression soudaine. Vous avez tous accepté cette histoire farce. Qu'elle était polie. Elle absolvait tout le monde de toute responsabilité. J'ai de nouveau regardé Edward, dont le visage s'était instantanément vidé du peu de couleur qui lui restait. La panique dans ses yeux ne concernait plus la perte de sa maison. Elle concernait la perte de son masque. Dylan n'a pas simplement abandonné. Ai-je poursuivi en lisant les mots durs imprimés sur la page. Il a été systématiquement poussé. Lorsqu'il a obtenu sa bourse universitaire, il avait besoin d'une modeste allocation pour sécuriser son inscription. Au lieu de le soutenir, Edward a vidé le fonds d'études de Dylan pour financer l'une des initiatives catastrophiques de Gillian. Et lorsque Dylan a supplié pour qu'on lui rende son propre argent, Edward a répondu ceci. J'ai lu les mots exacts d'Edward à haute voix, citant les phrases où il traitait son propre fils de fardeau sans valeur. J'ai lu les lignes où il déclarait explicitement que Dylan ne réussirait jamais et ne méritait pas un seul centime d'investissement familial.
La cruauté du texte a résonné contre les murs de la somptueuse salle VIP. J'ai exposé la chronologie, prouvant que le contrôle financier et les abus psychologiques d'Edouard avaient directement dépouillé Dylan de ses ressources, de sa dignité et de sa volonté de vivre. Tu as poussé un garçon de 20 ans à bout juste pour protéger ton ego et financer ton enfant chéri. Lui ai-je dit en jetant les courriels sur la table à côté de l'avis de saisie. Tu as volé son avenir, alors j'ai acheté le tien. La perte de ta maison, de tes biens et de ta réputation aujourd'hui est le prix exact de ce que tu lui as fait. La réaction des invités a été immédiate et viscérale. Le choc de la révélation financière s'est métamorphosé en une horreur pure et simple. Les proches ont eu un recul physique. Une tante au premier rang a couvert sa bouche, fixant Édouard avec un dégoût brut. Mon oncle, qui avait ri le plus fort devant le billet d'$1, a fait un pas en arrière, mettant de la distance entre lui et l'homme qu'il considérait désormais comme un monstre. Personne n'a prononcé un mot pour le défendre. Personne n'a suggéré un malentendu. La preuve résidait dans ses propres écrits. L'exode a commencé dans un silence total. Les invités ont ramassé leurs manteaux et leurs sacs à main, se dirigeant vers les lourdes portes en bois sans se retourner. Personne n'a dit au revoir. La grande fête d'anniversaire s'est dissoute dans une évacuation rapide, laissant Édouard complètement isolé au centre de la pièce. Alors que la salle se vidait, Margaret a contourné la table en précipitant ses pas. Elle a trébuché vers moi, le visage taché par un maquillage coulant. Elle a attrapé mon avant-bras, ses doigts s'enfonçant dans ma veste. « S'il te plaît » a-t-elle sangloté, la voix brisée sous le poids d'une destruction totale. « S'il te plaît. Je suis tellement désolé. Nous pouvons arranger ça. Pardonne-nous. Aie de la pitié. » J'ai regardé ses mains, puis son visage désespéré et baigné de larmes. J'ai fermement saisi son poignet, détaché ses doigts de mon bras et les repoussé. Le blizzard à Aspen ce soir-là n'était que le début d'un hiver sans fin pour Édouard et Margaret. Le système juridique américain ne fonctionne pas sur l'émotion et ne se soucie pas du rang social qu'une famille a pu occuper dans son country club local. Au cours des mois suivants, la machine méticuleuse et impitoyable de la procédure de saisie a avancé avec une précision absolue. Les délais de grâce légaux ont expiré sans qu'un seul paiement ne soit effectué. Les fenêtres de rachat prévues par la loi se sont définitivement refermées. Chaque demande de délai désespéré qu'ils ont tenté de déposer auprès des tribunaux locaux a été rapidement rejetée, car ils ne possédaient tout simplement aucun capital liquide pour appuyer leurs prétentions. Les tentatives d'Édouard pour tirer parti de ses anciens contacts ont lamentablement échoué. Personne dans ces cercles d'élite ne voulait prêter un seul centime à un homme dont le passé financier toxique faisait désormais partie du domaine public. La façade s'était envolée et l'isolement était total. Lorsque le jour final de l'expulsion est arrivé, je n'ai pas pris l'avion pour assister à l'exécution de l'ordonnance de possession. Je n'avais pas besoin d'être témoin de leur délogement physique. Mes avocats m'ont fourni un rapport stérile et clinique des événements de la matinée. Un shérif du comté s'est engagé dans la longue allée du domaine ancestral, garant son véhicule officiel là même où se trouvaient autrefois les véhicules de luxe repossédés. Les agents armés ont frappé aux lourdes portes en chêne, présentant l'avis d'expulsion finale ordonné par le tribunal. Édouard et Margaret ont été escortés hors de la propriété sous les yeux attentifs du voisinage qu'ils avaient autrefois tenté de dominer. Il n'y avait pas de grand public cette fois. Il n'y avait pas de proches à impressionner. Pas de personnel de restauration à commander et pas d'enfants chéris pour les protéger. Gillian les avait déjà abandonnés, fuyant l'État dès que les financements s'étaient taris. Édouard et Margaret ont transporté leurs derniers effets personnels dans de basiques cartons, les chargeant silencieusement à l'arrière d'un camion de déménagement de location. La maison a été sécurisée. Les serrures ont été immédiatement changées par les prestataires de la banque. Et l'imposante propriété a été préparée pour la prochaine vente aux enchères de liquidation. L'empire bâti sur la dette et la cruauté était officiellement démantelé, brique par brique. Ce même après-midi, alors que j'étais assise dans mon bureau de la côte est, mon téléphone portable a vibré sur le bureau.
L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Margaret. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il passe sur la messagerie vocale. Mais moins d'une minute plus tard, l'écran s'est de nouveau allumé. Cette fois, j'ai répondu, laissant le lourd silence s'installer au bout du fil. S'il te plaît. La voix de Margaret s'est brisée immédiatement, paraissant petite, paniquée et totalement brisée. Nous chargeons le camion en ce moment même. Nous n'avons nulle part où aller. Laisse-nous mettre en place un plan de remboursement. Juste quelques centaines de dollars par mois. Nous pouvons arranger ça avec le temps. S'il te plaît. Ne prends pas la maison. Elle contient tous nos souvenirs de famille. Elle essayait encore de négocier un accord. Elle espérait toujours tirer sur le fil de l'obligation familiale pour sauver son confort. Dylan aussi avait besoin d'une famille, ai-je dit, la voix complètement plate. Dépourvue de colère ou de sympathie. Et tu l'as laissé mourir pour protéger un mensonge. Vous avez choisi vos souvenirs. Maintenant. Vous allez devoir vivre avec. Avant qu'elle ne puisse articuler un autre mot, j'ai raccroché. J'ai ouvert les paramètres de contact de mon téléphone. Appuyé sur le bouton de blocage et rompu définitivement le dernier lien avec mon passé. Il n'y aurait pas de réconciliation, pas de dîner de fête et pas de seconde chance. J'ai posé le téléphone et j'ai glissé ma main dans la poche de ma veste. Mes doigts ont effleuré le billet d'$1 froissé qu'Edouard m'avait jeté pendant la fête d'anniversaire à Aspen. Je l'ai sorti, lissant le papier ridé contre la surface froide de mon bureau en acajou. Il était censé représenter mon inutilité absolue. C'était destiné à être l'insulte ultime d'un patriarche qui croyait fermement posséder le monde et tous ceux qui s'y trouvaient. Je me suis levé. Je me suis dirigé vers la destructrice de documents haute performance située dans le coin de mon bureau et j'ai inséré le billet dans la fente. Les lames en acier ont mordu le papier, l'entraînant vers le bas dans un ronronnement mécanique sec. En moins de 2 secondes. Le symbole ultime de la tyrannie d'Edouard s'est retrouvé réduit en bande de déchets. Méconnaissable. Le registre était enfin équilibré. La destruction de leur empire n'était pas seulement une correction financière. C'était la conséquence inévitable de leur propre malice. Ils avaient passé des décennies à attribuer des prix aux vies humaines, jetant ceux qui ne correspondaient pas à leur histoire parfaitement orchestrée. Au final, le système financier même qu'ils utilisaient pour opprimer et contrôler les autres est devenu l'instrument impitoyable de leur ruine absolue. Vous ne devez jamais laisser des personnes toxiques déterminer votre valeur. La vraie valeur se construit dans le silence de votre propre résilience, et le karma, lorsqu'il est correctement orienté, manque rarement sa cible.